Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Il y a des jours où ça dépend des personnes auxquelles je suis confronté. Il y a des jours où je me dis ouais, en fait ça va, je suis calé. Il y a des jours où je me dis putain, j'ai tellement de choses à apprendre. Bah écoute, commençons là-dessus. Salut Pierre. Salut Xavier. Enchanté. On a eu l'occasion de discuter 15 minutes avant de démarrer cet enregistrement. Donc aujourd'hui, on reçoit Pierre. On revient un peu aux fondamentaux avec cet épisode. On avait enregistré un tout premier épisode avec Christophe Girardi il y a un an tout pile. C'est aujourd'hui jour anniversaire de The Big Shift. Et on avait enregistré cet épisode sur pas les ACV mais le greenwashing et comment est-ce qu'on fait pour le débusquer et comment est-ce qu'on fait au niveau industriel, au niveau politique pour essayer de mettre en place des contraintes qui permettent d'avoir une meilleure pratique au niveau industriel sur la production, sur la consommation raisonnée. Et du coup dans cet épisode, je voulais revenir, donc ça fait 37 épisodes plus tard, histoire d'expliquer ce qu'on disait dans ce premier épisode, qu'est-ce que c'est que les ACV, à quoi ça sert, donc les analyses de cycle de vie, quels sont en gros les critères. Et pour ça, on a Pierre avec nous qui est donc ingénieur en design industriel, qui est consultant en éco-conception et surtout qui à ses heures perdues est influenceur sur Instagram, donc avec un compte dont on parlera tout à l'heure, qui fait un peu de la délation de greenwashing, si on peut dire ça. Ouais, la délation, je sais pas si je me qualifierais d'influenceur, mais ouais. Ok. Bah écoute, je te laisse te présenter d'abord et me raconter un peu ton parcours et comment t'es arrivé là. Ouais. Donc effectivement, ouais, j'ai une formation d'ingénieur assez généraliste. Donc plus précisément d'ingénierie mécanique et ingénierie du design industriel. Ça me donne déjà une double casquette où en gros dans mon taf j'ai un côté ingénierie un peu techos, un peu plus technique, que je couple avec le design industriel qui va plus explorer le côté créatif dans la création de produits. Et à ces deux casquettes, en fait, j'ai ajouté une troisième après mes études, donc plutôt dans le milieu professionnel, qui est l'éco-conception de produits et de services. Donc là, c'est plus le volet environnemental que j'ai exploré, donc notamment à travers la réalisation d'analyses de cycle de vie. Et du coup, j'articule un peu au quotidien ces trois compétences, entre guillemets, pour aider des entreprises à identifier les enjeux environnementaux qui sont liés à leurs produits ou leurs services et à les réduire. Ok. Voilà. Alors, plongeons peut-être directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une ACV ? Qu'est-ce que c'est qu'une ACV ? Donc en gros, une ACV, c'est pas quelque chose de très vieux. Je crois que une des premières études environnementales qui se rapprochait de l'ACV, c'était à ma grande surprise quand j'ai découvert, c'était Coca-Cola. Okay, donc il avait fait une étude, je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros un REPA, dont un acronyme dont je connais plus l'intitulé exact, mais en gros ils avaient fait une sorte d'ACV sur donc leur bouteille de Coca. Donc à l'époque ils avaient des bouteilles en verre et c'était vers 1969 il me semble. Donc à l'époque où ils envisageaient de passer sur ouais, ça remonte à loin, et c'est à l'époque où ils envisageaient de passer sur le plastique. D'accord. Fait intéressant, c'est que les résultats de cette étude n'ont pas vraiment été publiés et ils sont passés au plastique. Et surtout qu'en plus 1969, on était à la consigne. On parle même pas de recyclage du verre là. Ouais. Non, c'est clair. Et en plus, c'était, quand tu retraces un peu l'historique, c'était même avant le rapport Meadows et tout ça, donc ça remonte vraiment à loin. Et l'ACV, en fait, donc c'est une pratique qui est cadrée depuis 1993, pour être plus précis, où donc il y a une norme qui est sortie à l'échelle internationale, l'ISO 14040, pour cadrer la démarche. Et donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à étudier l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, ou même d'une organisation, à travers plusieurs principes qui peuvent même s'élargir à l'éco-conception, qui est mon métier, où il y a plus la partie... Ouais, on y reviendra un peu après, je pense. Et donc ça repose en fait sur une approche qui est multicritère. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'on va pas regarder une seule phase du cycle de vie de ton produit, mais on va le regarder dans son entièreté, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à ce qu'on en fait en fin de vie. Ouais, donc là, le cycle de vie d'un produit basique, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui ? Dans une économie linéaire, par exemple ? Dans une économie linéaire, on va
prendre notre petit piolet, aller miner des ressources ou cultiver du coton, enfin peu importe le produit auquel on se réfère. On va aller extraire des ressources dans notre environnement. On va transformer ces ressources pour fabriquer notre produit. Probablement qu'à un moment donné, il y aura une phase de transport pour acheminer le produit d'un point A à un point B en fonction des étapes de fabrication jusqu'à l'utilisateur. Donc après quoi, il y aura probablement une phase d'usage, plus ou moins courte selon le produit auquel on s'intéresse. Et dans une économie linéaire, ce produit sera in fine jeté et traité de plusieurs manières différentes, donc soit en incinération, en enfouissement ou en recyclage dans un cas. Et donc dans l'analyse de cycle de vie, en gros, on va peut-être séparer en silos toutes ces étapes-là et à chaque fois les contrôler, les analyser. Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Alors ça se fait pas en silo. Par contre, on va identifier des contributeurs à l'impact environnemental de ton produit. Ça peut se faire soit selon des phases de cycle de vie. Donc on pourrait dire, est-ce que l'enjeu environnemental il est plus situé sur l'extraction des matières premières, est-ce qu'il est plus situé sur la distribution ou sur l'utilisation du produit, etc. Mais on pourrait aller aussi un peu plus dans le détail, en identifiant des contributeurs, plus peut-être des matériaux, peut-être des consommations énergétiques à certains endroits de ta chaîne de valeur. Donc ça dépend. Ça se fait pas en silo, tout fonctionne ensemble, en tout cas. Mais c'est pas le seul principe, en tout cas. Donc là, je parlais de la démarche multi-étape, pardon. Il y a aussi une démarche qui est multicritère, en tout cas dans mon cas. Donc c'est-à-dire qu'on va pas regarder un seul type de pollution. Donc généralement, quand on pense aux pollutions, on pense au changement climatique, à ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Faut savoir que c'est pas le seul type de pollution qu'on peut associer à un produit. Il y a plein d'indicateurs qui sont tout à fait intéressants et pertinents à étudier aussi. Donc on va étudier ça avec une approche multicritère pour regarder tous ces indicateurs et notamment s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert de pollution à un moment donné dans ta chaîne de valeur. Donc transfert de pollution égale réduire un impact à un endroit qui ferait augmenter un impact à un autre? Ouais, c'est ça. Okay. Te dire que selon les choix de conception ou de fabrication ou d'utilisation que tu fais, potentiellement tu peux avoir un gain environnemental sur un indicateur, mais avec en contrepartie une pollution supplémentaire sur un autre indicateur. D'accord. Donc, analyse multicritère, c'est aussi une démarche qui est systémique, ce qu'il faut savoir. Donc, le produit, il est effectivement au cœur de ta démarche, mais ce produit, il n'existe pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Il s'inscrit un peu dans un système manufacturier industriel. Donc, à toutes les étapes du cycle de vie de ton produit, tu as des consommables, tu as des éléments que tu vas utiliser et qui contribuent à l'impact environnemental de ce produit. Genre, typiquement, tu fais un jean ou peu importe le produit, tu sais qu'il va parcourir près de 15 000 km avant d'arriver jusqu'à l'utilisateur. Sur ces 15 000 km, tu vas utiliser des emballages secondaires, tu vas utiliser des palettes, tu vas utiliser des transports, tu vas utiliser toutes sortes de choses qui elles-mêmes ont un impact et qui contribuent à l'impact de ton produit. Et c'est important d'intégrer ces données-là à l'impact de ton produit puisque ça lui permet d'exister. Et donc c'est pris en compte dans l'analyse. Quand tu quantifies, du coup, j'imagine qu'il y a un des gros enjeux, c'est aussi de trouver les ordres de grandeur de qu'est-ce qui est le plus impactant. Parce que fondamentalement, moi, ce que j'avais retenu, c'est que si on reprend l'exemple du textile, le transport, ça représente entre 3 et 5% de l'impact environnemental final du produit. Et du coup, est-ce que l'analyse de la CV, est-ce qu'elle permet du coup de faire cette démarche-là de dire, OK, si on a besoin de faire une réduction, c'est à cet endroit-là plutôt qu'à cet autre? Ouais, justement, c'est un peu l'idée de la démarche aussi. C'est d'être capable d'identifier les vrais enjeux environnementaux qui sont liés à ton produit pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus pertinentes pour réduire cet impact-là. Et avoir justement cette démarche de regarder tout le cycle de vie, de regarder plusieurs indicateurs et de regarder un peu le système produit. Ça te permet d'identifier ce qui est vraiment important à l'échelle de ton produit. OK. Et du coup, est-ce que tu peux me donner peut-être quelques critères? On a parlé du coup du critère climat qui est plutôt l'équivalent du bilan carbone. Et quels sont en gros les autres critères sur lesquels toi tu te focalises? Alors, peut-être pour être plus précis, ce qu'il faudrait différencier, c'est ce qu'on appelle des dommages environnementaux, qui sont ce que dans le jargon on appelle les indicateurs endpoint. Donc c'est un peu ce qu'il y a en bout de chaîne. Entre l'émission d'une substance, parce qu'en gros c'est ça, tout l'enjeu de l'impact environnemental, c'est de faire le lien entre des substances que tu émets dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et de les transcrire en impact environnemental, pour te permettre de
derrière de prendre des décisions, de reconcevoir ton produit ou d'analyser tout ça. Entre ta substance et ce qu'on appelle le dommage environnemental, donc il y en a de plusieurs types. On peut citer le changement climatique, on peut citer la perte de biodiversité, on peut citer la santé humaine ou l'épuisement des ressources. Donc ça, c'est un peu les 4 grandes catégories de dommages. Pour y arriver, on va passer par des indicateurs intermédiaires, entre guillemets, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, en tout cas, et qui permettent de caractériser cet impact et de vraiment pouvoir faire des comparaisons entre produits qui sont pertinentes. Et donc, il y a le changement climatique, effectivement, on l'a cité tout à l'heure. On peut citer l'eutrophication des eaux, on peut citer l'acidification, on peut citer tout ce qui est donc des pollutions plus locales, donc émissions de particules fines, formation d'ozone photochimique, donc en gros le smog dans les villes, et tous ces éléments, quoi. Ok. Comment est-ce qu'on fait du coup pour les calculer? Je veux dire là, si on se met dans le contexte où tu étais dans ton agence, là, je sais pas sur quel type de produit vous travaillez, mais j'imagine que vous essayez de faire une ACV en amont de la conception du produit. Ça fait partie de l'éco-conception. Comment est-ce que ça se traduit concrètement, en gros? Comment est-ce que vous faites ces calculs? Ouais. Alors, effectivement, dans l'idéal, c'est une méthodologie qu'on utilise de manière préventive. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi, je l'envisage dans mon métier. C'est-à-dire que c'est pas une fois que le produit est fait qu'il faut faire ton ACV, c'est plutôt en amont. Ouais, oups, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Ouais, c'est exactement ça. Genre, faut vraiment partir du principe que 80% de ton impact il est déterminé au moment de la conception du produit. Donc, chaque trait de crayon, chaque choix de forme, c'est potentiellement un impact que tu vas générer derrière. Donc, c'est bien d'intégrer cette démarche vraiment en amont de ta création de produits ou de services. Alors après, comment on calcule ça? En gros, dès que tu vas émettre une substance, on va avoir des facteurs de caractérisation pour quantifier l'impact environnemental de ta substance. Ce qu'on va regrouper Donc en gros, je te donne un exemple avec le changement climatique, c'est peut-être le plus simple, ou ce qui parle le plus aux gens. Quand tu vas émettre du CO2, ce CO2, il va contribuer à augmenter le forçage radiatif, donc il va in fine jouer sur le changement climatique. Donc, in fine, ça va jouer sur augmentation des températures et en bout de chaîne sur plein d'autres facteurs. Donc, élévation du niveau de la mer, augmentation des... On a eu un épisode avec Cédric Ringelbach de la fraise du climat il y a 3 semaines, donc j'espère que les auditeurs s'en souviennent, et sinon, faites pause et allez écouter cet épisode juste avant. Exactement. Et on va regrouper en gros plusieurs typologies de substances qui ont un même effet sur des catégories d'impact, sur des indicateurs environnementaux. Donc là, pour le changement climatique, on parle du CO2, mais on peut aussi parler du méthane, on peut parler de plein d'autres gaz à effet de serre, qui eux auront des contributions plus ou moins grandes à ce forçage radiatif. Donc quand on parle, par exemple, quand on dit que le méthane, c'est 20 fois pire que le CO2, ou en tout cas, 1 kg de méthane égale 20 kg de CO2 équivalent. Donc on va regrouper ça sous... donc une unité qui est le kilogramme de CO2 équivalent et qui permet justement de regrouper ces substances-là. Et on va passer justement par ces facteurs de caractérisation pour quantifier un impact sur un indicateur intermédiaire. Donc on va faire ça pour toutes les substances qui permettent à ton produit d'exister. Donc typiquement, en termes de... peut-être pour vulgariser la chose, ton produit, on va le découper en flux de matière et d'énergie. Ok. Donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Et ces flux de matière et d'énergie vont générer de l'impact. Et c'est ça qu'on va quantifier. Ok, très clair. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est plutôt clair. De toute façon, on mettra dans la description des éléments là-dessus. Et si vous avez des questions, évidemment, vous nous envoyez les messages. D'ailleurs, il faudra que vous vous abonniez aussi à l'Instagram de Pierre si vous avez des messages pour lui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la différence du coup entre juste le bilan carbone que les marques adorent et une ACV complète? Ouais, le bilan carbone, de facto, c'est un peu une composante de l'ACV, dans le sens où ça va s'intéresser au changement climatique, qui est un indicateur qu'on prend en compte dans les analyses de cycle de vie multicritères. Même si il y a quand même une méthodologie un peu spécifique qui s'est développée sur le bilan carbone. Je crois que c'est une autre norme ISO 14062, il me semble, qui cadre un peu la méthode. Mais de facto, c'est quelque chose qu'on fait déjà en ACV, en tout cas.
Mais enfin, ce que je te disais tout à l'heure, c'est effectivement cette importance de pas juste regarder le changement climatique, mais vraiment d'avoir cette démarche multicritère pour prévenir les transferts de pollution. Ouais. Aujourd'hui, le gros risque en fait avec ce bilan carbone, c'est qu'on a un grand nombre de sociétés qui vont aller lancer des grands mouvements, des grandes publicités sur le fait qu'elles sont neutres en carbone parce qu'elles ont fait leur bilan carbone, qu'elles ont calculé leurs émissions et qu'elles les ont compensées d'un autre côté, sans vraiment regarder du coup le multicritère. Donc par exemple la biodiversité, tu me disais aussi l'acidification des eaux, des sols, l'eutrophisation des sols, etc. Ouais. Non, c'est clair. En fait, c'est un peu limité pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, alors, c'est pas pour dire que le changement climatique, c'est pas important, hein, loin de là, c'est une des problématiques majeures de notre siècle, je pense. Mais regarder l'impact environnemental d'une activité, d'un produit, d'un service, que sous l'angle du changement climatique, pour moi, c'est limité dans le sens où ces dommages environnementaux que j'évoquais tout à l'heure, donc perte de biodiversité, changement climatique, santé humaine, etc., c'est des choses qui se nourrissent, des crises qui se nourrissent entre elles. Si tu t'intéresses qu'au changement climatique et que tu prends des mesures qui te permettent d'agir que sur ça, potentiellement tu t'exposes à, j'ai envie de dire, un double effet négatif, dans le sens où si tu as un transfert d'impact ailleurs qui va jouer sur la biodiversité, tu t'amputes aussi d'une possibilité d'atténuer ce changement climatique. Donc il faut vraiment avoir en tête cette approche multicritère quand tu vas t'intéresser à l'impact environnemental pour éviter justement ce type de problématique. Ok. Sur la partie ACV, du coup, on disait juste en amont, l'Europe a validé une méthode qui est la méthode PEF pour Product Environmental Footprint, avec mon superbe accent. C'est une méthode qui se base sur 16 ou 17 critères, je crois, d'analyse d'impact environnemental. Ça a été validé, ça veut dire qu'ils ont créé un cadre hyper contraignant a priori pour l'éco-design des produits. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir ? Et je veux dire, est-ce que des grands industriels, je sais pas, je pense à des Seb, à des Dyson, vont être obligés de faire de l'éco-design sur leurs produits à cause de ce truc-là ? Ou est-ce qu'on finalement ça va faire un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. En gros, est-ce que ça a l'air réaliste ? Est-ce que ça a l'air faisable ? Ouais. Et est-ce que la mise en place est envisageable à niveau industriel, quoi ? Ouais, je pense que c'est envisageable à l'échelle industrielle. Pour moi, c'est la méthode du PEF, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où ça va homogénéiser en gros la pratique de l'ACV. Puisque l'ACV, ça repose aussi sur des méthodes de calcul, ça repose sur des bases de données, ça repose sur des praticiens qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes, même s'il y a l'ISO 14040 qui cadre la démarche. Oui, ce que tu disais, ça dépend du champ d'études, ça dépend de... Ouais, c'est ça, tu as énormément d'éléments qui peuvent créer de l'incertitude quand tu modélises ton produit, donc quand tu fais son analyse de cycle de vie. L'avantage du PEF, c'est que ça permet d'homogénéiser la chose à l'échelle européenne. Donc déjà, on aura un cadre commun à l'Europe pour les praticiens, et pour moi, c'est une très bonne chose, parce que si tu as un cadre commun, ça veut dire que tu peux comparer vraiment des produits entre eux. Donc ça, c'est appréciable. Et toi, tu me disais du coup que tu l'utilises pas, la PEF. C'est quoi la raison ? Parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui a été lancé en 2013, je crois, qui a été finalisé en 2018, ça fait 5 ans. Si c'est aussi intéressant, tu m'as l'air d'être quand même plutôt consciencieux. Est-ce qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles ça ne s'utilise pas encore ? Alors, je pense que je vais être amené à l'utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, en tout cas des marques. Ça dépend des secteurs, en tout cas. Mais je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Là, on est encore au début, mine de rien. Donc, il y a des bases de données qui sont en train de se créer. C'est pas encore entièrement complet. Mais je pense que ça c'est voué à être un maximum démocratisé, en tout cas. Ouais. La finalité de ce truc, en gros, c'est on peut plus faire de greenwashing parce que en fait, on connaît l'impact environnemental précis de chaque produit ou. Bon, en tout cas, ça va, dans un monde idéal, ça va permettre de réduire en tout cas la capacité des marques à faire du greenwashing, ça c'est sûr. Donc c'est une bonne chose. Mais ouais, pour moi c'est un bon outil en tout cas pour combattre ça. Ok. On a parlé de l'étendue, donc des champs d'action, des types de critères. Je voulais qu'on parle aussi sur les ACV des scopes.
C'est quelque chose qu'on entend beaucoup la plupart du temps d'ailleurs quand on dit est-ce que vous avez fait votre analyse au niveau de l'entreprise, vous avez fait votre analyse d'impact environnemental, est-ce que vous avez pris en compte le scope 3 ou est-ce que vous avez fait scope 1, scope 2 Qu'est-ce que c'est que ces scopes qu'est-ce que ça inclut et comment ça s'intègre dans une ACV? Ouais, alors en fait les scopes c'est quelque chose qu'on voit un peu plus pour le bilan carbone, donc moi j'en fais pas trop, même si je vois à peu près à quoi ça correspond. En gros, diviser en scope, ça va consister à découper en gros l'impact environnemental d'une organisation, ou en tout cas sur le bilan carbone, l'empreinte carbone de ton organisation, selon certains critères spécifiques. Donc par exemple, quand on va parler du scope 1, ça va être les émissions qui sont liées à l'activité en elle-même de ton entreprise. Donc typiquement, si tu es Netflix, ton scope 1, ça va être la production de contenu. Ton scope 2, ça va être, il me semble, tout ce qui est lié à l'énergie que tu utilises, en tout cas l'électricité que tu achètes pour ton entreprise. Donc typiquement, si tu es BNP Paribas, ça va être ton fournisseur d'électricité, il va être scope 2. Ouais, et si on est Netflix, ce sera tes data centers ou... Ouais, exactement. Et ton scope 3, ça va être plus lié à... ça va en gros inclure un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les scopes parce que, en gros, quand tu fais ton ACV multicritère, tu définis dès le début un champ de l'étude, ou en tout cas quand tu fais l'ACV d'un produit ou d'un service, et ton champ de l'étude, en fait, il bouge pas. Pour moi, les scopes, c'est quelque chose qu'on a créé un peu plus pour la comptabilité carbone. Pour derrière faire des rapports et pouvoir dire donc ça en prend en compte, ça en prend pas en compte. À qui c'est imputable? Est-ce que c'est imputable au fournisseur, au client? Est-ce que ça se comptabilise 2 fois? Est-ce que ça se comptabilise qu'une seule fois, etc. Ok. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment la même approche parce qu'on utilise les scopes vraiment plus à l'échelle des organisations, j'ai l'impression. Et pour comprendre un peu cette notion de périmètre et de champ d'étude, il faut revenir à l'objectif initial de ton ACV. Pour moi, quand tu fais ton ACV, c'est plus dans une logique d'amélioration de ton produit ou dans une logique d'éco-conception. Donc là, tu n'as pas peur de grossir l'impact environnemental que tu vas calculer pour justement être sûr de ne pas passer à côté d'un impact prioritaire et de prendre les mesures adéquates derrière. Même si ça implique d'aller voir des fournisseurs, même si ça implique d'aller voir des partenaires ou même si tes émissions ne sont pas directement liées à ton produit ou à l'usage donc chez ton utilisateur. Ça repose beaucoup sur une approche fonctionnelle, donc par opposition à quand tu utilises tes scopes, souvent c'est quand tu fais tes comptabilités carbone pour les organisations. Et l'approche fonctionnelle, ça te permet de vraiment bien cadrer, je pense, le champ de l'étude, puisque en gros, c'est pas ton produit en tant que tel que tu vas évaluer, c'est le service que tu rends à l'utilisateur. Et donc, c'est en gros ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est la performance quantifiée de ton produit. Donc, par exemple, si tu t'intéresses à, je sais pas, des systèmes de transport, tu vas pas évaluer une bagnole ou un bus ou un dromadaire en tant que tel, tu vas évaluer un nombre de kilomètres parcourus ou une personne transportée sur X kilomètres. Et à partir de là, tu pourras faire des comparaisons entre plusieurs systèmes produits. Donc, te dire que un bus versus 12 SUV, et tu pourras faire la comparaison. Ouais, moi qui viens du plastique, un emballage en carton autour de ton pack de bière, est-ce que c'est mieux qu'un emballage en plastique rétractable? Est-ce que c'est mieux que je sais pas, un anneau en métal? Est-ce que c'est mieux que... Okay. C'est ça. Et cette notion de service rendu, en gros, c'est hyper important parce que pour remplir une fonction, tu n'auras pas forcément la même manière de répondre à ce service-là. Donc, typiquement, tu prends l'exemple du plastique ou de l'emballage. Il y a un exemple que j'aime bien ressortir, c'est celui des sacs en plastique. On a tendance à penser que, donc, il y a quelques années, on a interdit les sacs en plastique dans les supermarchés et on les a remplacés par quoi? Par des sacs en papier. En se disant, le papier, c'est bien, c'est écologique, c'est biodégradable, c'est super pour l'environnement. C'est vrai que si on compare 1 kilo de plastique avec 1 kilo de papier, le papier, ça présente plein d'avantages, notamment sur la fin de vie. Par contre, ramener à l'usage et à la fonction que ta matière, que ton produit est censé remplir, donc à savoir transporter un certain volume de courses, ce qu'on remarque, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de papier, une quantité beaucoup, beaucoup plus grande de papier que de plastique pour transporter un même volume de courses. Oui, parce que résistance du matériau, c'est ça? Parce que résistance du matériau, parce que il faut que ça tienne depuis le supermarché jusqu'à chez toi.
Et sauf que toutes ces quantités de papier supplémentaires, en fait, c'est de l'impact généré en amont au moment de la fabrication qui sont, in fine, plus importantes que ce qu'on aurait eu en polyéthylène, quoi. Ouais. Mais là, c'est si du coup on regarde via le scope essentiel carbone, mais après si on regarde via le scope biodiversité ou via le scope déchets, on se rend compte qu'en fait, évidemment, on a beaucoup plus de plastique dans la nature et que ça a peut-être un sens au niveau du carton. Ouais. Et ça peut du coup se pondérer dans l'étude. Alors se pondérer, c'est tout l'enjeu aussi de la démarche. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que tout n'est pas noir, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et effectivement, tu as des choix après. Faut vraiment partir du principe que tout produit est source d'impact. Le produit qui n'a pas d'impact, c'est le produit qui n'existe pas. Après, c'est vraiment des partis pris qu'une entreprise ou une marque elle va faire. De se dire, je sais que mon produit va impacter, après je choisis consciemment d'impacter à cet endroit-là et pas à un autre. Et ça va dépendre de plein de critères. Mais oui, non, c'est clair que parfois tu as des transferts d'impact. Ça peut être le cas notamment sur le plastique. Ouais. Ok. Nous, on avait fait du coup, quand je travaillais dans le recyclage du plastique, on avait fait une étude pour un client qui était Carlsberg ou Heineken, je me souviens plus, mais où on avait fait du coup l'analyse ACV multicritère sur un emballage carton pour un ensemble de 6 canettes, je crois, versus l'emballage en plastique rétractable. Et effectivement, dans le cas d'un recyclage du plastique effectif, l'impact était assez moindre sur le plastique que sur le carton, en termes d'utilisation de l'eau, de qualité des encres, parce qu'on a besoin d'une quantité d'encre plus limitée sur le plastique que sur le carton. En termes de migration, etc. Évidemment, dès qu'il pleut, on a toute une partie qui est foutue à la poubelle quand c'est du carton. Donc ouais, il y avait pas mal de critères dans ce sens-là, et je trouvais ça assez intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant notre entretien, du fait qu'on avait ce prisme industriel quand on travaillait, toi du coup dans ton agence et moi pour le recyclage du plastique, et qu'on a mis du temps à prendre le recul nécessaire pour aller un peu plus loin dans les démarches d'analyse. Ouais, non, c'est clair que, en tout cas, un des trucs que j'ai découvert en commençant à travailler sur ces sujets, c'est que c'est quelque chose de très complexe en fait. Et malheureusement, il faut accepter cette complexité parce que c'est très difficile. Faut pas tomber dans des biais de raisonnement qui sont simplistes face à l'impact environnemental de plusieurs solutions qu'on compare. Il faut vraiment accepter cette complexité et le fait que c'est pas des solutions simples. Et souvent, il y a ce truc de on a un gain environnemental, mais en contrepartie, on peut impacter ailleurs. Mais ça s'arbitre après. Ok. Transition parfaite. Tu es devenu influenceur. Je continue de le dire. Je sais que t'aimes pas trop le terme, mais donc t'as quand même 20 ou 25 000 abonnés sur Instagram. 23, je crois. Ouais. Donc t'as un compte, c'est toi qui le dis, qui s'appelle qui s'appelle Écolo mon cul. Magnifique. Où tu fais de la délation greenwashing, où tu analyses des comportements greenwashers voulus ou pas voulus, je pense, de la part des marques. D'où est-ce que ça te vient, cette idée? Pourquoi est-ce que tu as lancé ça? Alors, d'où est-ce que ça me vient? Je pense que déjà, j'avais remarqué dans mon entourage proche que ce soit ma sœur, mes parents ou des amis, le travail que je faisais, c'était assez flou pour eux de comprendre justement l'impact environnemental des produits, de comprendre cette démarche d'ACV, de comprendre qu'un produit, c'est pas juste au moment de l'usage, au moment de le jeter à la poubelle que ça a de l'impact, c'est sur tout un cycle de vie. Et typiquement, ces biais de raisonnement de se dire, en fait, le plastique, c'est pas forcément pire que le papier, ça dépend de ce qu'on en fait. Il n'y a pas d'éco-matériau salvateur qui va nous sauver de l'apocalypse climatique. Hein. C'est vraiment un matériau, il est écologique qu'en fonction de l'usage et du produit dans lequel on l'intègre. Et c'était difficile de parler de ces sujets-là. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait un besoin en fait de comprendre, parce que on est à une époque où la société civile, je pense, elle a quand même un rôle assez gros à jouer pour ces enjeux-là, en tout cas environnementaux. Et je me suis dit, c'est une bonne idée que vulgariser ce que je fais auprès du grand public. Et il se trouve que le grand public, il est où? Sur Insta, souvent. C'est vrai. Alors que les industriels, c'est plus sur LinkedIn. Et je pense qu'au moment où je me suis lancé, il n'y avait pas trop de
de comptes qui parlaient de ces sujets-là, ou en tout cas qui avaient un background scientifique ou ingénieur pour aborder cette problématique. Et c'était l'occasion aussi de décrypter un peu des messages greenwashing, parce que Instagram, c'est un peu le paradis du greenwashing. Les marques font leur communication là, des influenceurs font la publicité de marques sur Instagram, donc c'est un peu... Sans savoir d'ailleurs la plupart du temps si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais, sans le savoir ou sans se poser la question aussi. Ça peut aussi, arriver. ouais, mais on bénéficie du doute quand même. Ouais. Et c'est vrai, oui, on voit tous les jours sur Instagram des semblants de la meilleure lessive écologique, le meilleur parfum écologique ou je ne sais pas quoi. Il y a des centaines de possibilités et en fait, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'en fait, finalement, il suffit de consommer ces trucs-là pour sauver la planète. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je me balade sur Instagram. Et toi, tu démontes bien ces trucs-là, mais avec un peu d'humour. J'aime bien la façon dont tu le fais. Est-ce que tu as des exemples de tes dernières trouvailles? Un petit paquet, apparemment. Tu me fais un signe. Ouais, non. En fait, j'en vois tous les jours. Le truc qui est intéressant, c'est que je pense que ça relève pas tant d'une volonté d'induire le consommateur en erreur. Je pense que c'est plus cette méconnaissance qu'il y a auprès du grand public de ce que c'est que l'impact environnemental. Je pense qu'on peut le transcrire aussi dans le monde du marketing et de la communication. Parce que c'est pas que des grands groupes diaboliques comme Coca-Cola qui font du greenwashing. Hein. Il y a aussi des petites marques très engagées qui font même des bons produits, mais qui tombent dans ces travers de communication où c'est un peu limite. Typiquement, un exemple récent, c'était une marque de chaussures qui parlait de neutralité, de chaussures neutres en carbone. Ça, on a parlé juste avant ça, du biais de s'intéresser qu'au changement climatique. Mais déjà, ne serait-ce que sur ce concept de neutralité carbone, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment appliquer à l'échelle d'un produit. La neutralité carbone, ça a du sens à l'échelle du système Terre. Donc, puisqu'on a mis le changement climatique, ça se fait à l'échelle du système Terre. Et quand on parlait de comptabilité carbone, du fait que potentiellement des émissions allaient être comptabilisées 2 fois ou quoi, on a un peu ce biais-là quand on parle d'un produit, c'est que où se situe la limite. Ouais. Dans la neutralité carbone, tu l'annonces, mais sur quelle base? Donc, les limites de ton système, c'est quoi? Donc tu as ce biais-là de se dire qu'est-ce que je considère dans mon système produit pour dire que je suis neutre en carbone, et derrière tu as un autre biais qui est de se dire qu'une émission de carbone à un endroit, tu peux la compenser tout de suite en un claquement de doigts ailleurs. Ça, c'est un peu faux, parce que quand tu vas reforester, replanter des forêts, ton arbre il va pas stocker la quantité de carbone que tu as émis en 2 secondes en fabriquant ta chaussure en 2 secondes. C'est un processus qui est lent, qui prend du temps, et en parallèle de ça, tu vas encore plus de chaussures, donc tu as ce truc qui est un peu un cercle vicieux où ça devient compliqué. Donc la neutralité carbone à l'échelle d'un produit, c'est quelque chose à proscrire. Je crois que l'ADEME a même sorti une note, donc l'agence française de maîtrise de l'énergie, qui a sorti une note pour dire justement que c'était très 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 limite d'utiliser l'argument de neutralité carbone pour des produits. Je crois qu'on peut le faire au niveau national, et pas uniquement au niveau planète. On peut le faire au niveau national à cause des comptabilités compliquées entre les différents pays. Ouais. Mais c'est tout. Bon, ça rentre dans les objectifs après. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'échelle d'un produit, c'est un peu compliqué. Donc, tu as ce problème-là. Tu as le fait aussi que tu fabriques une sneaker. Tu vas générer de multiples impacts environnementaux sur plein d'indicateurs différents. Donc on peut parler des teintures que tu vas utiliser pour ta tige, donc qui vont peut-être potentiellement générer des impacts sur l'écotoxicité des eaux. Alors ça va être plus des pollutions locales, mais ça reste des pollutions quand même. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer à ton analyse, parce que sinon t'as qu'une partie de l'impact environnemental de ton produit. Donc t'avais cet exemple-là. Après il y en a plein. Je pense qu'il y a un peu les mêmes mécanismes, j'ai l'impression, qui ressortent, en tout cas selon les différentes L'autre marques. chose, moi, que je trouve intéressante, c'est que du coup, ça te permet aussi de comparer des choses qu'on trouvait plutôt incomparables avant. J'ai vu un post, du coup, en préparant l'entretien, où tu compares l'aviation avec le numérique, par exemple. Et ça, en fait, sans les méthodes ACV, c'est impossible à faire. Ouais, alors, en fait, justement, c'était plus pour dire que c'était pas comparable. Et voilà. C'était plus le piège. Ouais, non, mais typiquement, ça aussi, c'est un peu un biais de raisonnement que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux. Donc, typiquement, dès que tu vas avoir un influenceur ou quelqu'un d'autre qui va fustiger le secteur aérien en disant il faut arrêter de prendre l'avion, t'as forcément
un gars, généralement, qui va dire derrière, ouais, mais regarde plutôt l'impact du numérique. Ouais, toi, t'as un iPhone. Ouais, c'est ça, t'as un iPhone, tu tweets et tu fais des posts Insta avec, alors que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'avion, c'est que 2,5 ou 3. Mais je me dis, attends, c'est un peu raccourci quand même comme comparaison, de dire que numérique, aviation, on va pouvoir comparer les deux. Alors, si on reste à l'échelle globale, genre en comparant ces deux secteurs, effectivement, 2,5% d'un côté, 4% de l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je sais pas. Par contre, moi, ce que j'ai essayé de me poser comme question, c'est de me dire, est-ce qu'il y a moyen de comparer les deux ? Et du coup, en essayant de trouver un socle fonctionnel commun. Donc, typiquement, quand je te parlais d'unité fonctionnelle, de service rendu à l'utilisateur, c'est de se demander, est-ce qu'on peut trouver une base où on fait intervenir à la fois le secteur aérien et le numérique pour pouvoir effectuer une comparaison ? Après, c'était plus une expérience de pensée, hein. J'ai pas fait d'ACV sur ce sujet, mais globalement, c'est des secteurs qui sont incomparables, et on peut comparer des produits qui remplissent une même fonction. Donc typiquement, si par exemple tu te dis je veux comparer deux personnes qui font du télétravail versus quelqu'un qui va se déplacer pour aller en entreprise, là, tu peux dire, si jamais la personne va travailler de Paris à New York et qu'elle prend l'avion pour y aller, effectivement, ça va être mieux de faire un Skype. A priori, donc là, c'est un socle à peu près commun de fonctions où tu peux comparer numérique et aviation, mais c'est tout, quoi. Et tu peux pas tirer des conclusions générales en disant, le numérique, c'est pire que l'aviation. Ça n'a aucun sens. Ok. Il y avait d'autres types d'exemples sur Insta ? Plein. Il y en a plein. Après, c'est souvent des mêmes mécanismes, je te disais, qui reviennent. Ouais. On a d'un côté certaines entreprises qui vont utiliser des sortes de faux labels, entre guillemets. Donc, ils se créent des référentiels en interne pour classer leurs produits donc sur une échelle environnementale, entre guillemets, mais qui est leur propre référentiel interne. Ça, c'est limite, sachant qu'il y a des écolabels publics, d'ailleurs, de référence. Il y en a certaines qui vont plus faire des promesses un peu disproportionnées par rapport au vrai gain environnemental de leur produit ou de son impact écologique. Il y en a certaines qui vont plus carrément faire du mensonge, tout simplement. C'est très rare, heureusement, mais il y en a quand même. Enfin, on peut penser au Dieselgate il y a quelques années avec Volkswagen. Ouais. Donc ça, c'est un gros exemple de trucage volontaire. Et voilà, c'est un peu les mêmes mécanismes à chaque fois. Après, tu as effectivement le contexte un peu, ce que j'appelle la sémiologie, qui est le cadre dans lequel tu inscris ta publicité. Faire rouler des voitures sur des routes de campagne avec des petits oiseaux qui chantent. Enfin, voilà quoi. Ouais. Une voiture de 2,5 tonnes. C'est exactement. Ok. Ouais. Ouais, ah oui, du coup, ça me fait penser, effectivement, j'avais vu celle-là, la dernière Fiat où rouler protège du Covid ou un truc comme ça. Donc là, on sort un peu du côté environnemental, mais je veux dire, la façon de faire est quand même très très détournée, quoi. Ouais. C'était si on roule en Fiat, parce que du coup ils reversaient une partie, c'est ça, de la vente de la voiture à des associations. Ouais, c'est ça en fait. Alors c'est un peu fourbe parce que du coup t'as le bandeau qui défile à 200 km/h en dessous de de ta publicité avec 3 astérisques qui t'expliquent exactement en quoi ça consiste. Mais le message qui reste 4 secondes à l'écran, c'est vraiment rouler pour réduire les pandémies, enfin le risque de pandémie. Ce que le spectateur il comprend en voyant ça, c'est du coup si je roule en Fiat, je combats le Covid. C'est un peu poussé quand même. Mais effectivement, le message qu'il y a derrière, en tout petit, c'était qu'il finançait une fondation, donc je crois de recherche contre le sida, effectivement de lutte contre les pandémies, notamment le Covid. C'est con parce que c'est sympa, c'est cool. Ouais. Non, c'est clair. Surtout qu'en plus, c'est une petite voiture qui était, enfin, c'est sur une Fiat, oui, c'est ça, une Fiat Panda, un truc comme ça. Donc, c'est pas non plus la pire des voitures sur lesquelles tu puisses faire du marketing. La Fiat Red électrique. Ouais, après, t'as un message aussi. Enfin, je pense que ça a ses limites aussi parce qu'il y a des choix de société derrière à prendre, et notamment sur la voiture électrique. Moi, le message qui m'a le plus choqué, c'était même pas ça. C'était et si on transportait 7 milliards de personnes en Fiat Red? Et moi, je me dis, mais la voiture électrique, ça a un intérêt environnemental. Donc, dans certains cas particuliers, notamment les gens qui habitent à la campagne, qui n'ont pas d'alternative de transport en commun, etc. Mais se dire, l'objectif, c'est de refourguer une Fiat Red à tous les humains qui peuplent cette terre. C'est quand même un peu disproportionné. On dirait presque un business plan de start-up. Mon marché, c'est le monde. Ouais, c'est ça. En disant, le message derrière, c'est on a une voiture électrique, donc on est zéro émission.
Ce qui est complètement faux quand on regarde sur tout le cycle de vie de la voiture. Ça a certains avantages sur la voiture thermique, mais c'est clairement pas zéro impact. Ok, bah écoute, merci beaucoup Pierre. Je sais pas si tu as un mot de la fin, si tu as une news, une actualité en ce moment, si tu passes sur un projet en particulier que tu as envie de partager. Il y a une petite actualité qui est sortie cette semaine quand même, c'est le rapport du GIEC. Je pense que c'est une bonne chose que les auditeurs le lisent, même s'ils comprennent pas grand-chose. Ça permet de... Au moins le résumé pour décideur qui fait 20 pages, je crois. Au moins le résumé pour décideur, ouais. Et il y a même, au-delà du rapport du GIEC, il y a un autre rapport qui était sorti l'an dernier et qui, je trouve, est peut-être pas plus important, mais quoi que si. En tout cas, dans la démarche, c'était un rapport conjoint entre le GIEC et l'IPBES, qui est un peu l'équivalent au GIEC, mais côté biodiversité. Pour moi, c'est hyper important parce que, comme je te disais, on peut pas envisager l'impact environnemental que avec le prisme du changement climatique. Il faut regarder aussi les dommages environnementaux qu'il y a sur la biodiversité, sur la santé humaine, sur l'épuisement des ressources. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu qui pourrait faire notre podcast, je pense. C'est clair. Donc sur tout ce qui est géopolitique, lié aux métaux, etc. Mais c'est hyper important en tout cas qu'ils aient sorti ce rapport parce qu'il faisait clairement le lien entre effondrement de la biodiversité et changement climatique. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça renvoie à cette complexité-là de compréhension de nos impacts environnementaux et de se dire qu'on ne peut pas mener juste le combat climatique, il faut travailler sur tous ces aspects-là, donc notamment la biodiversité. Ok, ce qui rejoint bien le multicritère dont on a parlé pendant 40 minutes. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Pierre, c'était super intéressant. Merci à toi. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.